Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'homme du jour à l'Assemblée nationale, c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances. Il est auditionné par la commission des affaires économiques. Le sujet, c'est le budget et il y a urgence. Il doit être adopté avant la fin de l'année. Si le Parlement ne l'a pas voté avant le 23 décembre, ce sera soit des ordonnances ou bien une loi spéciale. En réalité, nul ne sait, mais en attendant, le locataire de Bercy met les députés au pied du mur de leurs responsabilités. Roland Lescure face aux députés, c'est tout de suite sur LCP. Merci de cette invitation qui est un véritable plaisir pour moi. Je suis content de voir que les photos sont encore là. On avait fait un concours à l'époque et je pense que Julien Dive et Sébastien Jumel notamment avaient contribué fortement à la décoration de cette salle que je suis très heureux de retrouver. Je suis aussi très heureux de retrouver des visages connus puisque certains d'entre vous étaient déjà présents en 2017 et jusqu'à 2022 quand j'ai eu l'honneur d'occuper votre siège. Je vais faire une intervention liminaire qui, j'espère, permettra de traiter l'essentiel de vos questions. Si j'en oublie une ou deux, n'hésitez pas à me reprendre au mot, Monsieur le Président. On va parler un peu de budget, mais franchement pas beaucoup, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup, et vous en parlez beaucoup en séance. Pour moi, aujourd'hui, l'objectif, il est, comme vous l'avez dit, avant tout, de parler de notre économie, parler de la compétitivité, parler des enjeux énergétiques, parler des enjeux de souveraineté, et au fond se mettre au service des entreprises et des salariés qui continuent à croître en France. Félicitons-en-nous et surtout faisons en sorte que ça continue. Je commence par vous dire que le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, c'est un collectif. À mes côtés, j'ai Sébastien Martin, vous l'avez dit, qui est en charge de l'industrie, Anne Le Henanff, qui est en charge de la souveraineté numérique. J'ai par ailleurs à mes côtés, au sens à Bercy, à côté de moi, Améline Montchalin et David Amiel qui s'occupent de l'action et des comptes publics, et Serge Papin qui s'occupe de la consommation, des PME et du pouvoir d'achat, et qu'au fond on travaille tous ensemble au service de notre économie de manière à ce qu'on puisse continuer à créer de l'emploi, créer des richesses et par là même financer autant que possible notre modèle social auquel on est tous attachés. Bon, du côté de la croissance, j'allais dire jusqu'ici tout va bien. Vous avez vu les chiffres, ils sont bons. On fait mieux que l'Italie, mieux que l'Allemagne, mieux que l'Europe au troisième trimestre avec 0,5% de croissance. La production industrielle a rebondi en septembre et donc les chiffres jusqu'à présent sont pas mauvais, mais je vais y revenir évidemment, les nuages s'accumulent. On a eu un premier sommet Choose France, Édition France, vous l'avez évoqué, qui s'est tenu lundi, qui a été l'occasion de rappeler, d'abord de remercier les chefs d'entreprise, petites, moyennes et grandes, start-up, PME, TI, dans tous les territoires, dans tous les secteurs qui continuent à investir en France. 30 milliards d'investissements, dont 9 milliards d'investissements nouveaux. Malgré le contexte international tourmenté, la France continue à investir, à la fois des acteurs français et des acteurs internationaux, puisque vous savez que la France est le pays d'Europe le plus attractif pour les investissements étrangers pour la 6e année consécutive, pourvu que ça dure. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le fruit de politiques publiques en faveur de la compétitivité, de la maîtrise du coût du travail, de la réforme du marché du travail, et vous l'avez dit, de la réindustrialisation, qui même si elle ralentit, et il faut qu'on y soit tous très sensibles, se poursuit en France avec des extensions d'usines qui continuent, en tout cas au premier semestre, à être plus nombreuses que les fermetures de lignes. Mais vraiment, on est sur le fil du rasoir, là où pendant 5-6 ans, on a créé des usines, ce qu'on n'avait pas fait depuis des années en France. Depuis 2022, moi j'avais demandé le lancement d'un baromètre officiel des ouvertures et des fermetures d'usines. On a ouvert plus de 1000 usines, on en a aussi fermé un peu plus de 500 et au total, le solde est positif. Mais les nuages, vous les connaissez, ils s'accumulent. D'abord un environnement international instable avec des vulnérabilités persistantes auxquelles on doit s'affronter. Des défis extérieurs d'abord, avec un environnement international qui est tourmenté, qui impacte notre économie, avec sur le plan commercial une concurrence mondiale accrue et de plus en plus déloyale. La surproduction industrielle chinoise exerce une pression considérable sur nos entreprises, dans des secteurs, vous l'avez dit, de l'acier, de l'automobile, des panneaux solaires et tant d'autres, avec dans le même temps des États-Unis qui choisissent une stratégie protectionniste assumée avec des tarifs douaniers qui impactent directement un certain nombre de secteurs exportateurs français pour lesquels les États-Unis sont souvent leur premier marché à l'export. On a toujours un déficit commercial persistant, il faut en être conscient. Il était à 84 milliards d'euros en 2024. On était à 164 milliards en 2022. Donc on a divisé par 2, mais ça reste évidemment important et trop important. Nous avons aussi des vulnérabilités intérieures
auxquels il faut qu'on apporte des réponses structurelles. Le vieillissement de la population d'abord, qui pèse sur notre productivité potentielle, qui pèse sur l'équilibre de nos régimes sociaux. Il faut continuer à augmenter notre taux d'emploi pour les seniors, pour les juniors, et faire en sorte qu'on continue à travailler davantage au total en France. Vous savez que les Français travaillent beaucoup, ils sont très productifs, mais en revanche, le taux d'emploi reste inférieur à ceux de nos voisins européens, et notamment pour les jeunes et les moins jeunes dont je fais partie. Les incertitudes politiques, il faut le reconnaître, génèrent aussi des inquiétudes économiques. L'inquiétude des ménages se traduit aujourd'hui par un taux d'épargne historique. On est au-delà de 18%. On espère qu'il va baisser en 2026, mais on n'avait pas connu ça depuis la Covid. Et évidemment, lever les incertitudes politiques, discuter, j'espère voter un budget, permettra, je l'espère, de redonner confiance à nos ménages et à nos entreprises. Et puis, en troisième lieu, une complexité normative, administrative qui pèse sur nos entreprises et qui freine investissement et croissance. Je ne reviens pas sur le rétablissement de nos finances publiques, qui, je pense, est aussi un élément clé de la confiance et de la compétitivité. J'étais à Bruxelles la semaine dernière où j'ai rencontré mes homologues européens. Ils sont plutôt confiants dans notre capacité à redresser les comptes, mais ils nous attendent évidemment avec une certaine impatience. Face à ces vulnérabilités, j'ai une conviction, nous ne devons en aucun cas céder à la fatalité. J'entends parfois le pessimisme, le misérabilisme qui pointe ici ou là. Nous devons être lucides, nous devons être déterminés, mais nous pouvons le faire. Les entreprises françaises sont compétitives, elles souhaitent investir. Nous devons créer autour d'elles un environnement qui leur permet d'investir, de recruter et de produire et d'exporter. Mais nous avons des avantages indéniables et j'espère que toutes celles et ceux qui sont membres de cette commission en sont conscients et en sont fiers. Nous avons un tissu productif dense, une main-d'œuvre qualifiée, une capacité d'innovation reconnue. J'y reviendrai, j'étais à Berlin hier avec le président de la République pour un sommet sur la souveraineté numérique. Les talents français sont extrêmement réputés dans le monde comme des talents d'extrême qualité. Si vous m'y autorisez, je vais dire quelques mots de ma feuille de route qui repose sur 4 priorités stratégiques. Bon, d'abord, doter la France d'un budget pour 2026. Je m'y attelle et vous aussi. Je n'y reviens pas, mais c'est évidemment essentiel. Ensuite, protéger nos citoyens et nos entreprises face aux instabilités mondiales. Et ça va me permettre, Monsieur le Président, d'adresser au moins 2 des questions que vous m'avez posées. La protection économique de nos citoyens, nos producteurs, nos entreprises face à la brutalité des déséquilibres mondiaux est essentielle. Car la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Et là-dessus, je vais être très clair, le libre-échange, ce n'est pas une religion. C'est un modèle économique qui ne fonctionne que quand tout le monde joue le jeu. Et l'Europe ne peut pas être le dernier continent à jouer le jeu des règles qui était très largement historiquement porté par les États-Unis et auquel la Chine a décidé de se plier en entrant dans l'Organisation mondiale du commerce au début des années 2000. C'était il y a 25 ans et depuis, les choses ont bien changé. La mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, elle est fragmentée, elle est déloyale, elle est souvent asymétrique. Nous ne pouvons pas laisser prospérer un modèle où les producteurs européens respectent les règles pendant que d'autres contournent nos normes et inondent nos marchés. D'abord sur l'automobile, vous m'avez interrogé là-dessus, Monsieur le Président. Il est clair que pour nous, nous devons accompagner l'électrification des modes de production. Nous avons des entreprises automobiles françaises qui produisent des véhicules électriques. Il y en a quelques-uns sur vos murs et qui sont populaires. Mais il faut le reconnaître aujourd'hui, la demande n'est pas là suffisamment pour respecter notre volonté partagée de ne vendre plus que des véhicules électriques en 2035, avec un espoir qui soit fait en France et fait en Europe. Et donc c'est l'objet des discussions qu'on a aujourd'hui en Europe, où il y a fait référence sur l'évolution de la date limite de 2035, sur laquelle le Conseil européen s'était entendu il y a maintenant, je pense, 3 ou 4 ans. Un certain nombre de pays constructeurs souhaitent qu'on flexibilise la date limite de 2035 en disant véhicules électriques, oui, mais pourquoi pas des hybrides, et notamment des hybrides rechargeables. Question à laquelle la France répond clairement en disant pourquoi pas, à condition que ces flexibilités profitent à des constructeurs européens et français. Et donc le deal, si je puis dire, qu'on est en train de négocier avec nos partenaires européens, c'est de la flexibilité pour 2035 contre de la préférence européenne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un certain nombre de partenaires européens sont en train de changer là-dessus et souhaitent reconnaître
qu'on peut faire appel à de la préférence européenne qui reste à définir. Qu'est-ce que c'est qu'un véhicule européen en termes de pourcentage de la valeur ajoutée? Ça fait partie des discussions qu'on a aujourd'hui. Mais clairement, si on converge vers une flexibilisation de la date limite de 2035, ce sera contre un objectif de préférence européenne. La nouvelle de l'année 2025, il faut que vous l'ayez en tête, c'est que même l'Allemagne a désormais un solde commercial négatif avec la Chine. Pendant très longtemps, l'Allemagne exportait plus en Chine qu'elle n'importait, et c'était en grande partie pour ces raisons-là que leur prévention sur les credos français des mesures anti-dumping était assez forte. Et donc, on est vraiment en train de changer. On a pris des mesures, vous l'avez dit hier, on a obtenu un vote majoritaire sur les ferroalliages, on est en train de négocier une clause de sauvegarde sur l'acier, on a pris des tarifs sur les véhicules chinois l'année dernière, on a autorisé les pays qui le souhaitaient, dont la France, à réserver les bonus d'achat de véhicules électriques à des véhicules qui sont produits suivant des normes environnementales correctes. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la part de marché des véhicules chinois dans les ventes automobiles a fortement baissé. Ils étaient majoritaires, ils sont maintenant aux alentours de 20% de mémoire. Et aujourd'hui, ce qu'on vend le plus en France, pour les véhicules électriques, c'est des R5 électriques faits à Douai. Soyons-en fiers. Et donc, on a vraiment un changement d'attitude de la part de nos partenaires européens. Moi, je pense que vous parliez des plateformes de commerce, notamment textiles. Il y aura un avant et un après la vente de poupées pédopornographiques sur les plateformes de e-commerce en France et en Europe. Ça a été un wake-up call général. On est aujourd'hui, vous le savez, les premiers à vouloir instaurer une taxe sur les petits colis de 2 € par type de produit, ce qui peut sembler peu, mais ce qui permet de financer des organismes de contrôle, notamment à la douane et à la répression des fraudes, qui vont nous permettre d'intensifier les contrôles des colis qui arrivent en France pour s'assurer qu'ils soient à la fois légaux, c'est la moindre des choses, mais aussi conformes à nos normes. Et surtout, je le répète, j'étais à Bruxelles jeudi dernier, et mercredi et jeudi, les partenaires européens ont décidé d'accélérer la mise en œuvre de la fin de l'exemption douanière des petits colis de 2028 à 2026. Ça peut paraître peu, 2 ans. Il y a aujourd'hui plus de 4 milliards de colis qui entrent en Europe tous les ans. En 2 ans, c'est au moins 8 milliards de colis. La réalité, c'est que c'était en pleine explosion. On aurait eu sans doute 10, 12 milliards de colis en plus. Il est normal qu'au fond, ces produits payent des droits de douane comme tout le monde. Et vraiment, moi j'insiste sur le fait que l'état d'esprit est en train de changer. J'y reviendrai aussi sur la souveraineté numérique. Vous m'avez interrogé là-dessus. Les ferroalliages, j'en ai parlé. Plus généralement, nous plaidons pour inscrire la préférence européenne dans nos politiques publiques, dans nos normes, dans nos aides et subventions publiques, et c'est très important dans la sélection de nos marchés publics. En Europe, c'est 2000 milliards d'euros d'achats publics tous les ans. Et donc il faut que ces achats publics soient un levier de développement d'une production européenne. Les industriels et les entrepreneurs des nouvelles technologies qui étaient avec nous hier à Berlin, devant le chancelier Merz et le président de la République, ont insisté là-dessus. Au fond, ce qu'ils nous disent, c'est on n'a pas forcément besoin de subventions, on a besoin de normes les plus simples possibles, qui nous protègent, et d'achats publics. Et c'est vraiment, là encore, un discours qui est en train de changer. Nous assumons la présidence du G7 à partir de janvier prochain. Nous porterons aussi ces messages au sein du G7, de manière à ce que les grands déséquilibres mondiaux qui sont présents aujourd'hui, entre les 3 grandes zones que sont les États-Unis, la Chine et l'Europe, ne se résument pas à un mano à mano entre les États-Unis et la Chine. Je suis assez long, donc je vais essayer d'accélérer. Je voudrais quand même parler du sommet hier sur la souveraineté numérique, où on a reçu l'ensemble des ministres du numérique européens, avec le chancelier et le président de la République. Il y a clairement là aussi une volonté de défendre par une série d'actions la souveraineté numérique de l'Union européenne. Vous avez parlé du DMA et du DSA. On va élargir le DMA à un certain nombre d'acteurs, ce qu'on appelle les hyper-acteurs du cloud, de manière à ce qu'on puisse eux aussi les soumettre à cette réglementation européenne. Du côté du DSA, qui concerne plutôt nos concitoyens, s'assurer que en fait, ce règlement soit bien appliqué, notamment sur les plateformes qui ont tendance à contourner la réglementation, voire même les lois. Je parle 1 minute de la filière de la défense,
dans lequel, si le budget est voté, on a envisagé d'investir beaucoup d'argent dans les années qui viennent, il faut que ça bénéficie à l'ensemble des secteurs. Oui, la fameuse BITD, mais aussi les PME et les ETI industriels qui sont capables d'orienter une partie de la production. Une seconde sur les filières exportatrices. La souveraineté, ce n'est pas le repli. Il faut qu'on se protège d'une concurrence indue, d'une concurrence déloyale, mais on doit continuer à être fiers de nos filières qui exportent. L'aéronautique, l'agroalimentaire, le vin, le luxe, le cosmétique, les technologies environnementales. Aujourd'hui, la France exporte. Donc l'objectif, il n'est surtout pas de se replier sur soi, mais dans un cadre international rénové, que la concurrence soit juste. Et donc le Mercosur, c'est très clair. Je pense que la ministre de l'Agriculture a été très claire dans sa réponse aux questions au gouvernement. C'est non dans les conditions actuelles. Oui, il y a des secteurs qui vont en bénéficier, mais il est hors de question qu'on sacrifie l'élevage bovin, l'élevage de volailles, le sucre, l'éthanol, 4 filières qui sont en danger aujourd'hui, pour que celles qui exportent puissent en bénéficier. Et c'est la position très claire que porte la France. La PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est évidemment un cap stratégique. Moi, je suis intimement convaincu que la stratégie industrielle de la France et de l'Europe, dans les années qui viennent, elle est de la nature de celle qu'on a connue dans les années 50, quand on a lancé la communauté économique du charbon et de l'acier. C'est plus le charbon et l'acier maintenant, c'est l'énergie bas carbone, c'est l'intelligence artificielle et c'est encore un peu d'acier quand même. Mais le charbon, on est d'accord, c'est terminé. Le Premier ministre a demandé de retravailler la PPE, de lui faire des propositions très concrètes et très rapides. J'ai entamé des consultations avec certains d'entre vous et je vais continuer à voir l'ensemble des groupes en privilégiant les responsables de textes énergie de manière à échanger avec ceux qui connaissent bien ces sujets qui sont parfois un peu techniques. Et je vais faire une recommandation au Premier ministre pour qu'on puisse avancer très vite sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Vous savez qu'il y a un défi, je dirais, d'instruments et de calendrier. Vous êtes très occupé par le budget jusqu'à la fin de l'année. Le plus vite on pourra sortir une PPE, le mieux ce sera, parce que le nouveau nucléaire n'attend pas et on continue à le développer. Il y a un certain nombre d'appels d'offres, notamment dans l'éolien offshore, qu'on doit pouvoir développer également, et donc il faut qu'on avance. Il y a les territoires d'outre-mer, dans lesquels il y a des défis énergétiques très importants. Ils ne sont pas directement concernés par la PPE, mais ils sont évidemment très concernés par tous ces sujets. Donc on va avancer. Vous m'avez interrogé sur le prix de l'énergie, notamment pour les électro-intensifs. Vous savez que l'AREN, c'est terminé, ou presque, et qu'EDF doit accélérer ses négociations avec les industriels électro-intensifs. Ils sont en cours de manière à signer ce qu'on appelle des CAPN, des contrats d'allocation de la politique nucléaire. On est à 40% aujourd'hui de contrats signés ou de lettres d'intention signées. Il faut qu'on soit pas loin de 100% d'ici la fin de l'année. On continue sur la décarbonation, c'est essentiel. Vous avez voté la prolongation du crédit impôt industrie verte. Merci, parce que je pense que c'est un élément essentiel qui permet de réconcilier économie et écologie, qui permet d'avoir une industrie française et européenne compétitive et propre. Pas mais propre et propre. On peut faire les deux, j'en suis convaincu. On est en train de développer des filières dans le solaire, dans l'éolien, dans le nucléaire évidemment, dans les pompes à chaleur. Il faut qu'on continue à soutenir ces filières qui permettent à la fois de générer de nouvelles industries et de décarboner l'industrie traditionnelle. Je ne serai pas plus long, Monsieur le Président. Je suis évidemment à votre disposition. Juste 2 mots rapides sur la Poste et sur les satellites, parce que vous m'avez interrogé sur ces questions particulières. Bon, sur la Poste, clairement, vous l'avez dit, je pense qu'elle est passée d'ailleurs devant votre commission. Nous avons désormais une nouvelle présidente directeur général de la Poste, dont le rôle est à la fois de parfaire et de continuer la mission de son prédécesseur Philippe Val, mais aussi de s'assurer qu'on puisse avoir une gestion au cordeau d'une institution pour laquelle, évidemment, la gestion des coûts, dans un contexte budgétaire compliqué, c'est notre cas à tous, doit être au cordeau. Elle s'y attelle. On a effectivement des lignes budgétaires assez contraignantes sur la Poste en 2026, il faut le reconnaître. 125 millions d'économies sur la partie, je dirais, service public universel. Vous avez la latitude, notamment par des équilibres entre différentes lignes, de changer les équilibres proposés par le gouvernement, notamment sur ce qu'on appelle l'aménagement du territoire, auquel je sais que vous êtes cher, auquel je sais que vous êtes sensible, pardon. Mais clairement, la réforme de la Poste doit se poursuivre. On est un des seuls pays à avoir gardé un service public de la Poste, et c'est notre honneur. Mais on doit évidemment s'assurer que ce service public soit le moins coûteux possible. Sur les satellites, vous l'avez dit, on est dans une révolution. On a beau être un des pays les mieux couverts du monde, il reste des zones blanches.
et la protection satellitaire peut permettre de les couvrir. Orange a lancé hier ou avant-hier un nouveau système qui permet d'utiliser des satellites, mais vous l'avez dit, pour l'instant, ils sont américains, de manière à pouvoir envoyer des textos, puis un jour téléphoner, puis un jour échanger par Internet, y compris dans des zones non couvertes par la fibre. C'est très bien, mais il faut que ces offres satellitaires soient européennes. Pour l'instant, elles sont américaines. Il y a une constellation européenne sur laquelle on travaille qui s'appelle Iris Carré, qui permettra de le faire. Évidemment, la France soutient ce projet. Merci, Monsieur le Président. J'ai été plus long que prévu. Veuillez m'en excuser. Non, non, dans la quinzaine de minutes, ça peut s'étendre jusqu'à 20, vous le savez bien. Et on a un grand succès. On joue à guichet fermé cet après-midi sur le nombre des orateurs inscrits et des questions à venir. Pour les orateurs de groupe, donc je cède la parole à Aurélien Lopez-Ligori pour le groupe Rassemblement National. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre, pour votre présence. 10%. 10%, c'est la part de l'industrie dans notre PIB aujourd'hui. En 1995, il était à 17%. C'est aussi la deuxième année de suite où la France ferme plus d'usines qu'elle n'en ouvre. Moins 28. C'est votre nouveau record, 3 fois pire qu'en 2024. Derrière ce paysage, ce sont 2,5 millions d'emplois industriels envolés en 30 ans. Cette désindustrialisation, c'est le résultat de décennies de renoncement, gouvernement après gouvernement, mais c'est aussi le bilan de la Macronie. Pire, avec vous, la crise s'est aggravée. Les raisons sont limpides. C'est votre soumission à la Commission européenne et en particulier aux droits de la concurrence européen, aux règles énergétiques et aux règles écologiques. Vous avez, avec ces règles, abandonné nos entreprises. Vous les abandonnez en refusant de les prioriser dans la commande publique, là où tous nos concurrents protègent leurs champions, et y compris nos concurrents européens, puisque les Allemands contournaient allègrement ces règles. Vous les abandonnez en provoquant une inflation normative ou en accompagnant une inflation normative absurde et en laissant flamber les prix de l'électricité, et vous les abandonnez en vous soumettant à un droit des concentrations des monopoles trop restrictifs qui empêchent la France et l'Europe de bâtir des géants industriels. On a le cas de Alstom et Schneider par exemple. Vous les abandonnez aussi quand vous ne vous opposez pas immédiatement à leur vente à une puissance étrangère, quand elle présente un aspect stratégique. Screen, Centrio, Alcide, toutes des entreprises du numérique françaises, toutes vendues sur le bilan macroniste à des acteurs étrangers. Les Américains, les Chinois, les Japonais se font une joie de faire leur marché chez nous. Plus récemment, c'est la vente d'Exaion, filiale d'EDF, de supercalculateurs au géant américain Mara, qui nous fait redouter le pire. Pour 168 millions d'euros, cette entreprise stratégique sera cédée à 64% à une entreprise américaine. Aujourd'hui, nous avons besoin de clarté. Nous vous demandons de vous opposer à cette vente ou à l'entrée au capital du groupe américain. Allez-vous enfin le faire et pouvez-vous nous donner aujourd'hui en fait une définition de ce que vous estimez être stratégique dans un monde, par exemple numérique, c'est le cas d'Exaion, où tout est potentiellement stratégique du fait de la dualité technologique. Comment pouvez-vous estimer que des entreprises comme Exaion, mais comme aussi Screen, Centrion, Alcide, ne sont pas considérées comme stratégiques par le Premier ministre? Merci. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, et tout ça en 1 minute 15, donc je vais essayer de faire vite. Bon, sur les chiffres, non mais on ne va pas faire de bataille de chiffres. Je suis arrivé à Bercy il y a 2 ans et demi, il n'y avait pas de baromètre de l'industrie. Je l'ai créé. Les chiffres officiels, estampillés, c'est 466 ouvertures ou extensions de sites en France depuis 2022. Le dernier chiffre officiel, à la fin juin, c'est plus 7. C'est pas énorme, plus 7. Mais on étend encore plus d'usines qu'on ferme de lignes de production. Ça ralentit, je l'ai dit dans mon introduction, mais halte au misérabilisme. On a recréé de l'emploi industriel, et je suis désolé, mais vous et vos prédécesseurs n'avez voté aucune des mesures qu'on a votées depuis 2017 pour réindustrialiser. Industrie verte, bon. Très bien. Mais le plan France 2030, vous étiez contre. La baisse des impôts de production, vous étiez contre. Le CICE transformé en allégeance de charge, vous étiez contre. La formation professionnelle. Donc vraiment, là-dessus, je ne veux pas vous dire que tout est rose, mais félicitons-nous des succès qu'on a eus. Ça ralentit, ça veut dire qu'il faut à nouveau remettre le paquet. Et notamment sur un certain nombre de sujets que vous avez mentionnés, mais sur lesquels la France est moteur. La préférence européenne, la révision du droit de la concurrence, le changement du code des marchés publics, la protection de l'acier, du ferro-alliage, de l'automobile. C'est la France qui a poussé tout ça. L'Europe est en train de bouger. Donc félicitez-en vous, parce que si la France bouge toute seule, on n'ira pas loin.
Je reviendrai sur l'Hexagone tout à l'heure. Oui, je pense que bien sûr, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Jean-Luc Fugit, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Au nom du groupe donc, Ensemble pour la République, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui devant notre commission. Votre audition intervient dans un contexte où la France doit renforcer la compétitivité de ses entreprises, accélérer sa transition écologique et poursuivre sa réindustrialisation. Ces défis, aussi ambitieux qu'indispensables, représentent des opportunités et des défis majeurs pour notre pays. Les résultats, vous l'avez rappelé, du sommet de Choose France le confirment. Pour la 6e année consécutive, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. J'imagine que tout le monde s'en réjouit. Cette performance témoigne de la confiance que les acteurs économiques internationaux placent dans notre pays. Mais cette attractivité doit désormais servir un projet plus large, celui d'une économie qui se décarbone de plus en plus, souveraine et créatrice d'emplois. Pour nous, la défossilisation progressive de notre économie n'est plus une option, c'est une nécessité stratégique. Elle offre une chance unique de moderniser notre appareil productif, de créer des emplois et de renforcer notre souveraineté. Ce constat m'amène à vous poser 2 premières questions. Pour accélérer la décarbonation de notre économie, sans sacrifier sa compétitivité, quels leviers comptez-vous mobiliser pour soutenir nos PME et ETI face à la concurrence internationale, notamment pour les filières les plus exposées comme la métallurgie ou la chimie ? Pour anticiper les besoins en compétences, quels dispositifs comptez-vous déployer pour former massivement au métier de la transition écologique ? Je voudrais aborder maintenant, ce n'est pas une surprise, le sujet de l'énergie. Nous sommes nombreux à souhaiter la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE 3, afin de tourner la page de la PPE 2, inadaptée aux choix portés par la stratégie française énergie-climat, élaborée en 2022, qui, au-delà des volets sobriété et efficacité énergétique, soutient une production énergétique qui s'appuie sur ces 2 piliers complémentaires que sont le nucléaire et les énergies renouvelables, qui, pour nous, ne doivent pas être opposés, mais additionnés pour réduire notre trop forte dépendance aux énergies fossiles. Dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer si le gouvernement souhaite procéder bientôt à la publication de la PPE 3, travaillée depuis 3 ans et prête depuis de longs mois ? Que comptez-vous faire pour redonner confiance et envie d'investir au secteur des énergies renouvelables, maltraité tout au long de cette année à coups de moratoires, de tribunes et d'incertitudes budgétaires ? Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le député. Accélérer la décarbonation, évidemment, il faut continuer à le faire. Il y a des budgets qui sont préservés sur le soutien à la décarbonation des industries traditionnelles. Et il faut continuer à soutenir aussi les industries de la décarbonation. J'en ai parlé tout à l'heure. Les besoins en compétences sont énormes. On a aujourd'hui 1 million de nouveaux apprentis par an en France. Là aussi, soyons-en fiers, on était à peine 300 000 il y a maintenant 8 ans. Il faut continuer à soutenir tout ça dans un cadre budgétaire qui reste contraint, évidemment, mais il faut continuer à mettre le paquet sur l'apprentissage, notamment sur les métiers qu'on qualifie régulièrement de faiblement qualifiés, mais en fait qui sont extrêmement qualifiés, sans forcément se traduire par des études supérieures de longue durée, des soudeurs, des chaudronniers, etc. On en a besoin beaucoup. Sur la PPE, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ce sujet dans mon introduction. Ce que je peux dire en complément, c'est que, aujourd'hui, la demande n'est pas au rendez-vous. On n'a pas suffisamment d'accélération, d'électrification de la demande. On aura une actualisation de RTE, je pense, début décembre, qui nous permettra de calibrer tout ça. Mais clairement, la demande n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut continuer à soutenir la demande. Et par ailleurs, il faut développer l'offre. Et depuis le début, moi, j'ai eu l'occasion de le dire, la guerre des religions est terminée. Il faut à la fois investir massivement dans le nouveau nucléaire. Ça prend du temps, ça coûte beaucoup d'argent, mais ça permet de traiter de manière efficace, puissante, décarbonée et compétitive les grands enjeux de masse, mais compléter ça par une stratégie aussi sur les énergies renouvelables qui sont plus flexibles, plus aisées à construire et qui permettent, notamment dans des territoires éloignés, on parlait des Outre-mer tout à l'heure, de développer une énergie décarbonée sans passer par des grands réacteurs. Donc il faut vraiment qu'on marche sur ces deux jambes, et on va le faire. Et je reviendrai très vite vers vous avec une méthode et un calendrier et surtout des résultats. Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe La France Insoumise, Monsieur Mathias Tavel, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, il y a 1001 questions qu'on aura envie de vous poser, mais on y reviendra ensuite. L'emballage du sommet de Choose France ne masquera pas la réalité de ce qui est l'échec de la politique de l'offre qui est poursuivie dans notre pays. Ce bilan, c'est aujourd'hui plus de fermetures d'usines que d'ouvertures. C'est une explosion des défaillances d'entreprises comme jamais dans notre pays.
c'est une explosion des plans sociaux, 450 en un an, plus de 100 000 emplois supprimés ou menacés. Et c'est une industrie au plus bas historique, tant en proportion de l'emploi total que dans la valeur ajoutée. Cette politique, elle ne marche pas. Et aujourd'hui, dans l'actualité, c'est une filière essentielle à notre souveraineté qui est menacée, l'acier, l'industrie de l'industrie en quelque sorte, menacée avec ArcelorMittal, menacée avec Novasco, anciennement Ascométal, sur lequel je vais vous interroger plus particulièrement. Alors cette filière, elle appelle évidemment des protections commerciales, un protectionnisme sur lequel l'Union européenne commence enfin à bouger. Il était temps, c'est encore trop peu, et si on nous avait écouté depuis 2005, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça ne résout pas tout quand les investisseurs sont défaillants ou se comportent comme des voyous, comme c'est le cas aujourd'hui avec Novasco. C'est la raison pour laquelle, pour notre part, nous lançons une commission d'enquête sur l'impact des fonds spéculatifs sur l'industrie avec notre collègue Aurélie Trouvé, et que nous porterons la nationalisation d'ArcelorMittal jeudi prochain dans notre niche, et nous l'avons fait adopter ce matin en commission des finances pour éviter des fermetures de sites. Et si vous n'êtes pas convaincu par la nationalisation, il suffit de venir à Saint-Nazaire voir l'éclatante réussite de celle des chantiers de l'Atlantique. Mais la nationalisation, vous n'en voulez pas. Vous avez dit vous-même, ce n'est pas le sujet, on n'est pas là pour nationaliser les industriels, on est là pour accompagner des repreneurs. Mais des repreneurs, pour Novasco, pour l'ensemble des sites de Novasco, il n'y en a pas. 1h30 après que vous ayez tenu ces propos sur TF1 lundi matin, le tribunal de Strasbourg rendait la décision qui était pressentie. Une seule des usines sera reprise, 552 emplois supprimés, 3 sites fermés et un nouvel échec industriel. Pourtant, l'actionnaire Greybull avait pris l'an dernier l'engagement d'investir 90 millions d'euros. Il n'en aura finalement versé que 1,5 million. L'État, lui, a en revanche versé 85 millions d'euros de prêts en un an. Et au fil des diverses reprises, c'est près de 200 millions d'euros que l'État aura injecté, plus que ce qui était jugé nécessaire par Greybull, le repreneur de l'an dernier, sans finalement sauver les sites. Pourtant, le contrat de reprise signé l'année dernière avec Greybull prévoyait que si le fonds ne remplissait pas ses engagements, c'est l'État qui récupérait l'ensemble des actifs de l'usine. Le syndicat CGT a demandé à plusieurs reprises que le gouvernement agisse pour appliquer cette clause. Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas fait application de cette clause de réquisition-nationalisation? Pourquoi protégez-vous les voyous de Greybull plutôt que l'acier français et l'emploi? Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci. Je ne reviendrai pas sur vos chiffres, mais on n'est pas d'accord sur la politique de l'offre. Tout n'est pas merveilleux, mais on a créé plus d'entreprises qu'on n'en a jamais créées en France. Les défaillances d'entreprises, il y en a la moitié qui concernent des entreprises mono-individuelles. Donc attention aux chiffres dans tous les sens. On a créé de l'emploi industriel pour la première fois depuis 30 ans. Quand même, reconnaissons-le, vous le savez, dans votre territoire, c'est le cas. Concernant Novasco, ce que j'ai dit lundi, je le redis aujourd'hui. On sera intraitable sur Greybull qui n'a pas tenu ses objectifs et on lance des procédures judiciaires, on les soutient, y compris si les salariés en lancent de l'autre côté. Je rappelle quand même que Novasco, il y a 1 an et demi, c'est le site de Fos qui a été repris par un industriel italien qui continue à investir 330 salariés. Et vous l'avez dit lundi, à l'issue de la décision du tribunal, le site de Dune, avec à peu près 150 salariés, qui eux aussi sont sauvés. Ça fait 450 salariés de sauvés, mais ça fait des centaines de salariés qu'il va falloir accompagner. Sébastien Martin, je pense que vous l'avez reçu la semaine dernière, a reçu tous les élus du territoire. Il a échangé avec la région, il a échangé avec la Banque des territoires. On souhaite accompagner ce territoire industriel. J'ai eu l'occasion de le dire des centaines de fois. On continue à soutenir les territoires difficiles et chaque salarié compte, chaque salarié sera accompagné. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe socialiste, monsieur Karim Ben Brahim. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Vous le savez, vous l'avez évoqué, notre pays attend depuis maintenant 2023 une loi de programmation énergétique. Mais à défaut de la voir venir, nous avons eu droit à divers changements de pied, à un moratoire sur le développement des énergies renouvelables et même à un recul du Premier ministre François Bayrou face à une menace de censure du Rassemblement national. Et pendant ce temps-là, notre pays prend du retard. Il prend du retard dans notre transition énergétique. Il prend aussi du retard dans le développement de projets industriels à la fois utiles pour le climat et pour notre indépendance dans des secteurs stratégiques. Je ne citerai pas toutes les entreprises mises en difficulté. Dans mon seul département de Loire-Atlantique, c'est la fermeture de Systovi, fabricant de panneaux photovoltaïques, et la suppression de 300 postes chez General Electric dans l'éolien offshore. Au mois de septembre, c'est RWE, qui était lauréat de l'appel d'offres Centre Manche 2, qui a annoncé se retirer de l'éolien en mer en France, une filière industrielle aujourd'hui
sans objectif de long terme. Autant de signes qui rappellent l'urgence de disposer d'une feuille de route énergétique claire et ambitieuse, une feuille de route qui permette de soutenir le développement des énergies renouvelables. Mais le moratoire voté par les députés LR avec le Rassemblement national continue d'inquiéter. Vous avez tout à l'heure laissé entendre qu'il n'y aura pas de moratoire sur les ENR dans la prochaine PPE. Pouvez-vous aussi nous assurer, et quand je dis nous, ce n'est pas juste les parlementaires, mais aussi les industriels qui attendent une clarification, qu'il n'y aura pas non plus de nouvelles diminutions des objectifs déjà rabotés sur les filières photovoltaïques, éoliennes en terre et éoliennes en mer. Si je voulais rappeler l'urgence à doter notre pays d'une feuille de route pour la production énergétique, je veux surtout vous interroger sur le retard préoccupant que nous avons pris dans la décarbonation et dans l'électrification de nos usages. La décarbonation de nos industries patine et celle de nos mobilités ou de nos modes de chauffage accuse une progression bien trop lente. Si nous avons besoin d'une PPE, nous avons donc aussi besoin d'une stratégie pour décarboner et électrifier nos activités. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'objectif clair, pas de feuille de route, et l'ambition du gouvernement est encore bien faible. Il suffit de regarder la faiblesse des crédits alloués au fonds vert ou au fonds chaleur dans le PLF 2026. Pouvez-vous donc nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelles seront vos priorités pour doter notre pays d'une stratégie pour soutenir le passage vers des énergies renouvelables décarbonées? L'enjeu de la transition énergétique est aussi l'enjeu de notre souveraineté. Nous avons des filières en difficulté, je l'ai évoqué. Nous avons aussi des projets, par exemple des projets de gigafactory pour la production de panneaux photovoltaïques prêts à s'installer sur notre sol. Pour réussir ces défis, nous avons besoin d'ambition, de protection aussi, et de visibilité. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Bon, je vais essayer de m'adapter à cet exercice difficile d'une minute pour répondre à une question de 3. Non mais il faut jouer des deux côtés, de l'offre et de la demande. Vous avez raison. Bon, le moratoire, c'est pas moi qui l'avais voté, hein, c'est vous collectivement. Donc moi, je crois collectivement. Je pense qu'il faut développer la demande et continuer à le faire. Les véhicules électriques, ma prime rénov qui est pérennisée grâce à des C2E, etc. Il faut continuer à le faire. Et de l'autre, donner de la visibilité aux acteurs. Il faut aussi reconnaître aujourd'hui que la demande n'est pas aussi forte qu'on y attendait. Et c'est le cas en France, c'est le cas partout dans le monde. Donc ce n'est pas un problème français. L'électrification des usages est insuffisante, donc il faut continuer à la soutenir. Il faut aussi l'intégrer dans nos objectifs d'offre d'électricité décarbonée, et c'est ce qu'on va faire dans le cadre de la PPE. On ne souhaite rien arrêter, mais il faut qu'on adapte les rythmes aux enjeux de la demande qui ne sont pas là. On va faire ça très vite, mais pas dans les 5 secondes qui me restent. Donc on vous reviendra très vite avec une PPE, j'espère, qui vous conviendra à tous. Elle ne satisfera pleinement personne, mais j'espère qu'elle va intégrer l'ensemble des questions que vous me posez aujourd'hui. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Vincent Rolland, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le sommet de Choose France a annoncé comme une réussite et malheureusement un arbre qui cache une forêt malade. Au premier semestre 2025, 85 sites industriels ont fermé leurs portes dans notre pays pour seulement 60 ouvertures. La part de l'industrie manufacturière est passée sous les 10% du PIB. Il y a certes un contexte qui explique ce déclassement. Une instabilité au niveau international très forte, un contexte politique national néfaste et une instabilité budgétaire qui repousse les choix d'investissement. Mais il y a encore d'autres raisons à ceci qui sont connues depuis des années, mais auxquelles personne n'a vraiment pu répondre de manière satisfaisante. Le fourmillement des normes qui continue de progresser malgré les promesses de simplification. Encore récemment, Guillaume Faury, patron d'Airbus, nous alertait sur le fait que le successeur de l'Airbus A220, un grand succès commercial, pourrait être assemblé hors de l'Europe du fait de cette pression normative mortifère. L'explosion du coût du travail en France, le coût d'une heure de travail dans l'industrie et les services marchands est de 44,90 € en France, selon Rexecode, contre 25,90 € en Espagne par exemple. L'instabilité des prix de l'énergie qui résulte de choix politiques et idéologiques passés, alors que le maintien et le développement de l'énergie nucléaire,
y compris dans un passé récent, aurait été un facteur de compétitivité pour nos entreprises. Enfin, mais d'une certaine manière, vous y avez répondu dans votre propos liminaire, la naïveté de l'Union européenne dans la protection de ses entreprises et sa lenteur à réagir face aux attaques commerciales du reste du monde, notamment de l'Asie. Si nous ne réagissons pas très rapidement par des mesures concrètes, nous allons continuer de subir plans sociaux et délocalisation. Aussi, Monsieur le Ministre, quel traitement de cheval proposez-vous pour redresser l'état de notre industrie ? Car c'est bien d'un traitement de cheval dont notre pays a besoin. Et puis, puisque j'ai la parole, je me permets de vous alerter sur une situation délicate d'une entreprise dans ma circonscription, Tokai Cobex, qui a des difficultés, qui produit des cathodes graphites et est inscrit dans le projet BAM pour les batteries à véhicules électriques. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Alors, je vous reviendrai sur le dossier particulier que vous avez mentionné, on vous reviendra directement. Pour le reste, quel traitement de cheval ? Il faut faire peut-être encore plus et encore mieux que ce qu'on a fait depuis 7 ans. Mais reconnaissons quand même que la France est devenue le pays le plus attractif d'Europe. C'est pas par hasard. On a créé de l'emploi industriel qu'on n'en créait plus depuis des années, on en détruisait tous les ans. C'est pas par hasard. Et notamment parce qu'on a joué, d'ailleurs vous l'avez évoqué, sur le coût du travail. On a encore un déficit de coût du travail et c'est la raison pour laquelle j'engage quand même tous les parlementaires à faire attention à l'occasion de la discussion budgétaire sur tous ces sujets-là. Le remède de cheval, il est on a besoin d'énergie nucléaire décarbonée, pas chère et en masse. 2, on a besoin de simplifier notamment les installations d'usines. On l'a fait dans le cadre de la loi Industrie verte, il faut sans doute accélérer de manière à ce que quand on souhaite s'installer en France, on aille vite. Il faut raccorder l'électricité. RTE, un énorme programme d'investissement pour accélérer les raccordements. Il faut jouer sur la demande, et notamment la demande d'électrification. Il faut continuer à soutenir les gigafactories de panneaux de photovoltaïque, la décarbonation de l'industrie acier, etc. Il faut surtout que l'Europe change de braquet. Vous l'avez dit, je l'ai dit dans mon introduction, il faut qu'on change de braquet au niveau européen. C'est en train de changer. On est en train d'être retrouvé là-dessus. Félicitons-nous, maintenant il faut agir. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, monsieur Julien Brugerolles, exceptionnellement avancé. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le ministre, le froid est de retour. Et hier aviez lu la journée nationale de lutte contre la précarité énergétique organisée depuis 5 ans par la Fondation pour le logement des défavorisés et une vingtaine d'organisations. Le constat est sans appel. 12 millions de personnes sont touchées dans notre pays par la précarité énergétique. C'est un record, un triste record. Et l'année dernière, plus d'un tiers des ménages ont eu des difficultés à payer leurs factures et ont eu froid. Les associations s'inquiètent en particulier du devenir du chèque énergie, qui depuis la réforme intervenue l'an passé n'a été versé qu'à 3,8 millions de ménages, contre 5,7 millions en 2024. Et le budget 2026 acte une réduction des crédits de paiement du chèque énergie, alors que nous réclamons depuis des années la revalorisation de 40% du montant de ce chèque énergie et la simplification de son attribution. Où en êtes-vous donc de la réflexion sur ce dispositif ? De la même façon, nous demandons depuis des années une baisse de la TVA sur l'électricité à 5,5%. C'est efficace et c'est immédiatement applicable pour des millions de ménages. Enfin, la PPE 3 fixe un objectif d'environ 600 000 rénovations d'ampleur par an à horizon 2030, mais le PLF 2026 réduit aussi drastiquement les crédits de l'ANA, rendant cet objectif totalement hors d'atteinte. Ma question est donc simple. Allez-vous réellement prendre en compte le besoin de soutenir les ménages face à la précarité énergétique ? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Vous me laissez un peu plus de temps que les autres pour répondre. Du coup, je vais prendre aussi un peu plus de temps. Non, mais la rénovation énergétique, c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on isole, on réduit les factures énergétiques et en plus, on soutient l'industrie du bâtiment. Donc, il est hors de question de baisser la garde sur ce point-là. Vous savez que ma prime Rénov' sera désormais en partie financée grâce au certificat d'économie d'énergie qui permet de pérenniser son financement. On avait levé le crayon quelques mois du fait d'inquiétudes réelles sur les fraudes et l'inefficacité thermique d'un certain nombre de gestes qui étaient posés. On a relancé et on va continuer à le faire. Sur le chèque énergie, en fait, on a simplifié le dispositif.
on l'a rendu automatique pour les 3,8 millions de ménages auxquels vous faites référence, qui y avaient droit l'année dernière. Ils le reçoivent directement. Mais les autres peuvent se connecter. C'est une plateforme qui s'appelle chèqueenergie.gouv.fr pour voir s'ils y sont éligibles. Et je les engage à le faire. Ça me permet de le faire, votre question. Cette plateforme permet de vérifier que les critères d'éligibilité sont respectés. Et évidemment, s'ils le sont, ils recevront ce chèque qui est entre 150 de mémoire et 240 et quelques euros par ménage. Donc c'est des sommes importantes. C'est des lignes budgétaires qui le sont aussi, mais non, on ne baisse pas la garde sur la rénovation énergétique, non, on ne baisse pas la garde sur la lutte contre la précarité énergétique. On s'assure que les aides qui soient versées soient efficaces, mais évidemment, on va continuer à le faire. Merci, Monsieur le Ministre. La parole pour le groupe démocrate à Monsieur Philippe Bollot. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 31 décembre 2025 marquera la fin de l'ARENH, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Conçu pour accompagner la libéralisation du marché de l'énergie, il est devenu au fil du temps un mécanisme de régulation des prix de l'électricité. Mais ses limites ont souvent été soulignées, notamment parce que l'ARENH a été sans effet sur le développement de nouvelles capacités de production renouvelables, alors qu'il s'agissait d'une contrepartie attendue. À partir de 2026, l'ARENH sera remplacée par le versement nucléaire universel, le VNU, avec des objectifs très clairs. Protéger les consommateurs des envolées des prix de l'électricité, garantir la compétitivité de notre industrie, permettre à EDF de financer le nouveau programme nucléaire. Le principe est simple. Passé un seuil, les revenus d'EDF, issus du parc nucléaire historique, seront taxés pour être redistribués aux consommateurs. Mais nous ne connaissons pas encore les valeurs des seuils qui déclencheront la taxation des revenus d'EDF. Et surtout, nous ne mesurons pas encore comment sera garanti le caractère universel du VNU. Monsieur le ministre, c'est bien tous les consommateurs qui contribueront au revenu qui sera soumis à taxation. Il est donc important qu'ils bénéficient tous de la redistribution et pas uniquement les entreprises électro-intensives. Même si nous partageons tous l'objectif de soutenir la compétitivité de notre industrie, et en particulier celle du secteur électro-intensif, ces grandes entreprises disposent déjà de nombreux dispositifs pour les protéger des hausses des prix de l'électricité. Contrats de long terme, abattements sur le TURP et différentes taxes, atténuation des quotas carbone. En revanche, les ménages, les TPE, les PME, les collectivités territoriales sont moins bien protégés. Et, sans parler d'Enedis, premier consommateur d'ARENH, qui sera dès 2026 davantage exposé au prix du marché, avec un impact possible sur ses coûts de gestion du réseau. Même si les prix actuels et anticipés de l'électricité n'activeront certainement pas le VNU, nous devons être vigilants quant aux situations critiques qui se présenteront devant nous. Personne ne souhaite en effet revivre la crise de 2022 et les 41 milliards d'euros mobilisés par les boucliers, amortisseurs et autres aides d'urgence. Monsieur le ministre, ma question est donc très simple. La mise en œuvre du VNU garantira-t-elle son accès universel afin que tous les consommateurs, sans exception, puissent en bénéficier ? Merci, monsieur le député. D'abord, rappeler quand même que l'énergie française, elle est compétitive. Pour un industriel, c'est à peu près 40% de moins en France qu'en Allemagne. Et pour un ménage, c'est 30% de moins. Donc on a de l'énergie compétitive. Il faut qu'elle le reste. Et vous avez raison, avec la fin de l'ARENH, le dispositif suivant doit permettre de garder une énergie compétitive. Pour les très gros, ce qu'on appelle les énergo-intensifs, on sera plutôt dans une logique de contrat de gré à gré entre EDF et eux. On espère qu'on aura à peu près 40 TWh de signés d'ici la fin de l'année. On est à peu près à 40% de ça. Pour les autres, c'est, je pense, un article d'ailleurs du projet de loi de finances que vous êtes amené à discuter. On propose que ce soit RTE qui s'assure qu'effectivement cette rente nucléaire payée par EDF soit reversée de manière aussi équitable que possible auprès de tous les consommateurs. Évidemment, les énergo-intensifs, ils ont toute notre attention parce que ce sont ceux qui sont exposés à la concurrence internationale. Mais cette rente, elle doit aussi bénéficier à l'ensemble des consommateurs. Vous l'avez dit, collectivités locales et ménages. Et donc, ce sera RTE qui sera l'opérateur de ce versement nucléaire universel. L'objectif est évidemment toujours de protéger le consommateur contre les prix de l'électricité trop élevés, avec un prix moyen de l'électricité de 70 € le mégawattheure. Nous y serons attentifs en 26, comme nous l'avons été en 2025. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Horizon, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je ne vais pas revenir sur le sujet de l'énergie qui a été très largement abordé, et puis j'aimerais essayer d'être un peu, si ce n'est optimiste, avoir un peu d'espérance. Donc je commence par saluer avec force la décision importante prise au niveau européen sous l'impulsion française qui prévoit de taxer prochainement les petits colis de moins de 150 €.
Cette avancée, portée de longue date par de nombreux acteurs, démontre qu'il est possible de faire bouger les lignes à l'échelle européenne. Elle met un terme à une concurrence déloyale qui fragilise nos entreprises. C'est une étape importante et je m'en réjouis. Il est en effet prioritaire de protéger durablement nos entreprises dans un contexte géopolitique marqué par l'incertitude, conséquence en grande partie de décisions extérieures à la France, notamment des États-Unis et de l'Asie, qui pèsent lourdement sur notre croissance et ralentissent notre dynamisme. Monsieur le ministre, comment le gouvernement entend-il... Oui, c'est ça. Comment le gouvernement entend-il faire pour redonner confiance à l'économie dans son ensemble et en particulier au secteur industriel qui en a hélas particulièrement besoin? Et comment pensez-vous qu'il soit possible de soutenir aussi nos PME, TPE, nos commerces de proximité en rétablissant par exemple des règles de concurrence justes pour nos territoires? Monsieur le ministre, je souhaite également attirer votre attention sur certains points. Je sais que tout à l'heure vous avez dit que vous n'étiez pas friand, mais certains points du budget actuel. Il n'est pas possible pour nous de prétendre protéger d'un côté nos industries et de l'autre imposer une fiscalité excessive qui pénaliserait notamment nos outils de production. Un budget qui se retourne contre nos entreprises est mortifère pour répondre aux défis de la réindustrialisation. Nous devons au contraire continuer à améliorer la compétitivité du secteur industriel français. Le succès de la première édition française de Choose France qui a surpassé la dernière édition internationale est pour cela encourageant. Et s'il est important de mettre en avant des industriels, moi j'en ai aussi dans ma circonscription, avec par exemple WeCycling qui recycle des métaux précieux, il ne faut pas oublier qu'à côté de ces succès, il nous faut continuer à écouter les préoccupations des industriels, en particulier ceux qui rencontrent des difficultés sur nos territoires. Soutenir leurs efforts de modernisation et de transition est essentiel. Quant aux salariés qui sont touchés par nos fermetures de sites industriels, ils doivent être toujours mieux accompagnés dans leur réinsertion sur le marché du travail, notamment en leur offrant des formations qui correspondent aux attentes et aux nouveaux enjeux. Monsieur le ministre, je vous pose une dernière question. Comment comptez-vous inciter à la création de nouvelles usines dans notre pays et, si nécessaire, à leur reprise, dans un contexte où l'activité industrielle tourne au ralenti? Et pensez-vous que le modèle coopératif puisse être encouragé? Et si oui, quels freins devrions-nous lever? Merci Madame la Vice-Présidente. Monsieur le Ministre. Alors, beaucoup de questions dans votre question. Bon, d'abord, la fiscalité, pour moi, c'est pas la formule magique qui permet de restaurer les comptes, et notamment la fiscalité sur les entreprises. Et c'est un ministre qui a déposé un amendement de surtaxe IS exceptionnel qui vous le dit. Donc, je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Donc, attention à la multiplication des impôts. On a proposé dans le budget de baisser la CVAE. Je pense que c'est une bonne mesure. Donc, votez-la et continuez. Le C3IV, le crédit d'impôt industrie verte, qui permet de soutenir les industries vertes, la décarbonation. Bref, il faut continuer à soutenir au niveau national. Modèle coopératif, pourquoi pas? Vous parlez au ministre qui a accompagné la reprise de Duralex par ses salariés. Donc, je suis pour. Est-ce qu'il y a des mesures particulières à faire? On peut regarder, mais globalement, il y a déjà un certain nombre de choses qui soutiennent le secteur. Et on l'a vu sur Duralex, c'est un modèle qui, j'espère, peut fonctionner, en tout cas qui a l'air de fonctionner pour l'instant. Il faut qu'on accélère au niveau européen, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut qu'on change de braquet, pas seulement sur les petits colis, pas seulement sur le ferro-alliage, pas seulement sur l'acier, pas seulement sur l'automobile, mais aussi sur le numérique. On est vraiment en train de remporter ce combat au niveau européen. Il faut qu'on le finalise avec des textes très concrets et qu'on les applique très vite. Merci, Monsieur le Ministre. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Madame Valérie Létard, vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, permettez-moi, Monsieur le Ministre, tout d'abord de vous remercier pour les réponses que vous venez de nous apporter et la présentation des enjeux stratégiques et des urgences qui nous attendent sur tant la transition écologique, l'énergie, la réindustrialisation ou encore le numérique. Mais permettez-moi, étant donné le court moment dont nous disposons et les réponses que vous avez déjà apportées, de vous interpeller sur un cas concret qui m'a été remonté au travers de la visite que j'ai faite d'Alstom dans mon territoire et qui touche, vous le verrez au travers de cet exemple, tout notre pays et notre économie. Un cas d'école en somme. Et il s'agit bien des deux sites du Valenciennois. Alstom Petite Forêt, une ligne qui tourne à plein régime avec la production de métro, bien évidemment au-delà même du territoire national. Une récente commande de 50 Eurostars
et qui se prépare à la grande vitesse. Je précise qu'il y a 10 ans, cette ligne était menacée, qu'on a bien fait de se battre pour la préserver. Et Crépin, une ligne qui produit le Régio de Zen, le TER et Intercité. C'est 1700 salariés, 1800, 1700 salariés. Vous imaginez bien derrière l'écosystème construit autour de ces fleurons industriels, État, collectivités, monde consulaire, universitaire, recherche, acteurs de la filière, sous-traitants, tous ont joué le jeu, chacun a joué son rôle. Or, cet équilibre est aujourd'hui menacé sur la ligne de Crépin, et vous imaginez les dommages que générerait la fermeture ou le coup d'arrêt sur une ligne de production qui impacte 1800 salariés. Alors, contrainte, évidemment, face à l'incertitude budgétaire des ressources à venir des collectivités, car cette ligne est menacée par des commandes et des carnets de commandes de nos régions françaises qui sont aujourd'hui en difficulté de prévoir, en tout cas d'avoir une vision sur la capacité et les perspectives, les visions de moyen terme, en clair, pour envisager des commandes de trains. Crépin, c'est 4 trains par mois. C'est 1700 emplois, je l'ai dit, c'est 300 fournisseurs et un risque de rupture de charge en 2028 et un arrêt de la chaudronnerie en septembre 2027, ce qui serait un vrai problème pour nos trains régionaux et le savoir-faire français. À travers cet exemple, je voulais vous interpeller sur l'impact direct de la commande publique sur notre industrie française et l'économie réelle. Ce sont les régions qui commandent les trains que les nouvelles générations veulent emprunter. Un exemple, 174 millions de voyageurs en 2024 en Hauts-de-France. Une forte progression. Des besoins d'investissement, mais on a un DILICO pour les régions qui va être à hauteur de 500 millions d'euros. Et donc, on le sait, pour toutes les régions, ça va baisser la capacité à programmer des nouvelles commandes. Et donc, monsieur le ministre, tout simplement, ce que je souhaiterais savoir, c'est si vous pouvez nous éclairer sur la capacité que nous aurons à l'avenir et assez rapidement à anticiper et à prévoir cette rupture dans les commandes qui pourrait être très dangereuse. Votre micro, madame. Ah pardon, excusez-moi. Merci madame la ministre. Bon, d'abord, on a un champion mondial, soyons-en fiers. Alstom, c'est le 2e constructeur mondial et c'est parce qu'il a été acheter un grand constructeur canadien que je connais bien. Donc ceux qui disent la France est à vendre, la France achète aussi et la France s'étend. C'est un constructeur qui s'appuie beaucoup sur des PME aussi. Donc votre question elle est essentielle parce qu'il faut qu'on ait de la visibilité sur les commandes. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, peut-être du fait des enjeux budgétaires dont je rappelle qu'ils seront discutés au Sénat et dont je ne doute pas que ce sujet important fera partie des discussions, il y a aussi le cycle électoral, il y a un problème de coordination technique aussi. Il faut qu'on ait une meilleure coordination technique pour que les cahiers des charges ne soient pas trop différents suivant les régions, les villes ou les lieux, parce qu'on se retrouve du coup avec des cahiers des charges plus difficiles. Donc moi, j'ai demandé avec mon collègue Philippe Tabarot une mission en 15 jours. Je veux des résultats très rapides sur ces enjeux de coordination technique entre les différents donneurs d'ordre, de manière à ce que si on règle les sujets budgétaires d'un côté, on puisse aussi régler les sujets techniques et donner de la visibilité à cette filière. Merci, monsieur le ministre. Et pour terminer les orateurs des groupes, pour le groupe écologiste et social, monsieur Boris Tavernier, vous avez la parole, monsieur le député. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Mardi 4 novembre, douche froide pour les 117 salariés de l'usine Blédina, pas très loin de chez moi, Villefranche-sur-Saône. La multinationale Danone a décidé de fermer leur usine pour la délocaliser en Pologne. Danone met ainsi fin unilatéralement à une grande et vieille saga industrielle en Beaujolais. L'activité du site de Villefranche tournait depuis quelque temps au ralenti, les effectifs avaient déjà été réduits. Il est vrai que la nutrition infantile n'est pas un marché florissant, elle est victime de la baisse de la natalité en Europe. Malgré cela, le site de Villefranche continuait de réaliser une marge positive. Il continuait de générer de l'argent. Danone ne s'y trompe pas puisqu'il n'arrête pas son activité, il la délocalise et ainsi c'est notre industrie qui continue de filer. Mais avec l'industrie, c'est aussi des services. Les salariés sont ainsi inquiets pour leurs collègues du siège, situé à quelques dizaines de kilomètres à Limonest. Ils ont peur que là aussi Danone délocalise à l'avenir. Il vient en tout cas de délocaliser le service P, là aussi pour la Pologne. Autre territoire, autre entreprise, autre histoire. Vendredi dernier, à Château-Thierry, dans l'Aisne, l'usine Lubelin a définitivement cessé sa production. Le dernier biscuit est sorti à 9h35, ont annoncé les salariés. Là aussi, c'est une délocalisation cachée. La multinationale Mondelez, qui possède le site depuis son rachat de Lu en 2007, a choisi la République tchèque pour délocaliser. Pour rappel, Mondelez, en 2024, c'est une croissance de 14% pour un bénéfice net de 5 milliards de dollars. Lu, Blédina, mais j'aurais pu en citer plein d'autres. L'industrie agroalimentaire est en 2024
2025 le premier secteur industriel touché par des fermetures d'usines. La voracité du capital, l'appétit de ces grands groupes conduit à la fermeture de sites de production en France. Alors, dans cette commission, on parle souvent de souveraineté alimentaire. Quelle souveraineté aurons-nous si toutes nos usines de transformation s'en vont? Alors, que fait l'État pour éviter ces délocalisations? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le député, je pense que l'industrie agroalimentaire, c'est un des défis majeurs de notre pays, parce que ça a été historiquement une industrie très exportatrice. Et moi, j'avais regardé ça de près quand j'étais à l'industrie avec Marc Fesneau, mon collègue de l'agriculture. On a un vrai problème de compétitivité. C'est l'industrie la moins robotisée d'Europe, l'industrie française. Et on avait lancé un programme de robotisation parce qu'aujourd'hui, elle a un vrai sujet de compétitivité. Plus des enjeux un peu structurels que vous avez mentionnés dans certains segments, notamment la nourriture pour enfants, qui fait face à des vents de face importants. J'avais annoncé avec Marc Fesneau au Salon de l'Agriculture, il y a un peu plus de 2 ans, le lancement d'un fonds de soutien à l'industrie agroalimentaire. Il vient d'être lancé. Franchement, quand j'ai vu qu'il était lancé il y a un mois, je dois avouer que ça m'a un peu déprimé parce que 1 an et demi pour lancer un fonds, c'est mieux que rien, mais on a mis trop de temps pour accompagner cette industrie qui doit vraiment faire l'objet d'une transformation de fond. Je vais être très clair, elle est mal organisée. Il y a à peu près autant d'organisations professionnelles, presque, qu'il y a d'industriels. Donc moi, j'aimerais qu'ils s'organisent un peu mieux. J'ai demandé à Sébastien Martin de travailler avec l'industrie dans ce sens. En ce qui concerne le site concerné, moi, je souhaite, et on me dit que Danone s'y est engagé, à ce que chaque collaborateur soit accompagné, qu'on puisse lui faire une offre de reclassement dans le groupe, que ce soit dans l'usine ou dans le siège d'ailleurs, vous l'avez mentionné, c'est essentiel. On a un groupe qui, dans l'ensemble, va plutôt bien, parce que certains segments vont bien. Il faut que les segments qui vont bien puissent appuyer ceux qui vont moins bien, et notamment pouvoir permettre de reclasser les collaborateurs. Merci, monsieur le ministre. Nous allons passer aux questions individuelles. J'ai 18 questions. Donc, je vous demande de respecter la minute. Donc, 18 minutes. Donc, 18 minutes. Moi, je vous demande de respecter la minute pour répondre et de laisser la minute 10 au ministre pour pouvoir y répondre. Monsieur Rivière. Il est où ces 3D? C'est bon, vous pouvez y aller. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, dans l'intitulé de votre portefeuille, il y a la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Le président Macron lui-même, après 8 ans d'ouverture des frontières aux multinationales étrangères, assume une volonté de souveraineté économique face aux puissances mondiales. Que de temps perdu. S'il avait écouté le Rassemblement national depuis le début, il n'aurait pas eu besoin de faire volte-face. À La Réunion, où je suis élu, les entreprises locales sont concurrencées férocement par les entreprises mauriciennes, indiennes et chinoises qui envahissent le marché local jusqu'à prendre possession des capitaux réunionnais. Ce n'est pas la faute à moins de talent puisque nos entrepreneurs réunionnais sont formés dans les meilleures écoles de France et d'Europe. De plus, nos entreprises subissent les blocages et les normes absurdes d'agences d'État et d'établissements publics d'État qui ne sont pas élus. Pourquoi l'État met-il un frein à l'innovation, empêche le développement des entreprises locales, tandis que les majors internationales prennent part des marchés sur notre territoire et déshonorent nos entreprises? Pourquoi surcharge-t-on nos entreprises de normes bureaucratiques? Monsieur le député. Merci. Monsieur le ministre. Pardon. Non, mais c'est des situations difficiles. Évidemment, il faut qu'on continue à appuyer les territoires d'outre-mer dans le développement de l'industrialisation qui doit concerner tout le monde. Il y a des enjeux d'approvisionnement énergétique, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'on puisse travailler sur les énergies renouvelables. Je pense que vous êtes contre. Moi, je considère que dans un certain nombre de départements, ça peut avoir de l'intérêt. Il faut qu'on continue à regarder les industries qui peuvent se développer de manière spécifique. Dans Choose France, dans les investissements qui ont été annoncés, il y en avait dans les territoires d'outre-mer. Il y a des entreprises aujourd'hui qui investissent dans les territoires d'outre-mer. Donc il faut certes continuer à les soutenir, faire face aux défis de la concurrence internationale, locale que vous avez mentionné avec un certain nombre de voisins, c'est important. S'assurer que les protections qu'on a pour la métropole soient elles aussi présentes dans les territoires d'outre-mer. Mais moi, je suis intimement persuadé qu'on peut y arriver et qu'on va y arriver. Merci, monsieur le ministre. Madame Sandra Marceau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, les données récentes de la Banque de France confirment un décrochage économique préoccupant de la Charente. En 5 ans, notre département ne représente plus que 5,3% du tissu entrepreneurial de la région Nouvelle-Aquitaine. L'emploi privé recule de plus de 2000 postes depuis 2022 et une entreprise sur 6 y est désormais en situation de fragilité, soit davantage que la moyenne régionale et nationale. À cette fragilisation économique s'ajoute une déprise démographique régulière. La
Charente continue de perdre des habitants. On parle de diagonale du vide, notamment parmi les actifs, quand la population française progresse encore légèrement. Ce double phénomène pèse directement sur l'attractivité de notre territoire. Et puis la question du recrutement est encore plus difficile dans ce type de territoire. Au-delà de la situation charentaise, ces tendances illustrent les difficultés des territoires industriels et intermédiaires, souvent éloignés de grands pôles de croissance. Comment soutenir encore plus ces bassins d'emploi et de vie lorsqu'on ne voterait pas un PLF? En quoi le PLF serait plus impactant encore sur notre économie? Monsieur le ministre. Non, mais je connais bien votre territoire qui, en plus, fait face à des défis internationaux très importants dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'évidemment, vous avez des filières importantes qui exportent et qui, aujourd'hui, font face à la fois à des défis en Chine et aux États-Unis avec la hausse des tarifs. Donc, moi, je l'ai toujours dit, hein, on doit à la fois accompagner ceux qui vont bien et les aider à accélérer, mais ne pas oublier ceux qui souffrent. Le programme Territoire d'industrie nous a permis d'accompagner un certain nombre de territoires. Ce que fait le CIRI chez moi et la délégation interministérielle aux restructurations pour accompagner les entreprises qui vont mal, mettre le paquet sur la formation, vous l'avez dit. Donc vraiment, en Charente comme ailleurs, dans cette diagonale qui porte très mal son nom, il faut qu'on la remplisse, il faut qu'on continue à développer. Ah bah, non mais enfin, si on vote pas le PLF, pas de baisse de la CVAE, pas de baisse de l'ISPME que vous avez voté. Enfin voilà quoi. Hein, si on vote pas le PLF, on n'aura pas de PLF, on aura autre chose, et ce sera le budget de l'année dernière ou je ne sais quoi. Et franchement, enfin, moi j'espère qu'on va le voter ce PLF parce que on y a tous intérêt, mais avant tout nos entreprises. Hein. Merci Monsieur le ministre, merci Madame Marceau, Madame Sandrine Nosbé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moins de 10 mois après son rachat par le groupe danois Carlsberg, la société Tesser, forte depuis 3 siècles d'existence, fait face depuis le 16 octobre dernier à un plan de licenciement d'une grande brutalité. 205 postes supprimés sur 318. Ce plan acte la fermeture définitive du site industriel isérois, pourtant performant et rentable. Petit retour en arrière, en 2010, le groupe anglais Britvic, nouveau propriétaire de Tesser, promet un bel avenir pour l'entreprise. Mais très vite, les engagements annoncés s'évaporent, aucun des investissements promis ne sera réalisé. Surtout, la production destinée à l'export est externalisée. En 2025, le groupe danois Carlsberg rachète donc Tesser. C'est alors une extraction massive de trésorerie qui s'opère. Au 30 septembre 2024, la trésorerie de Tesser était de 119,8 millions d'euros en positif. En 2025, la trésorerie est de moins 24 millions d'euros, soit 140 millions d'euros qui ont disparu. Cerise sur le gâteau, Tesser a bénéficié de 500 000 euros par an de crédit impôt compétitivité. Au vu de ces éléments à propos de souveraineté industrielle, Monsieur le ministre, envisagez-vous de renforcer le cadre réglementaire afin de conditionner les aides publiques à des engagements fermes de maintien? Et dernière question, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, vous pouvez refuser l'homologation du PSE, le motif économique étant inexistant. Allez-vous intervenir? Monsieur le ministre. Non mais Madame la députée, moi j'ai grandi avec les sirops Tesser, donc je suis aussi déprimé que vous de ce résultat. Mais la réalité, c'est qu'on boit moins de sirop qu'on en buvait. Et que la trésorerie, elle a baissé parce qu'on a vendu beaucoup moins de sirop que, j'imagine, aussi Carlsberg l'attendait. Bon, j'en profite pour ajouter que la fiscalité comportementale et les taxes que vous votez peut avoir un impact sur les boissons sucrées, y compris celles faites en France. Et c'est un choix politique que vous faites, mais c'est un choix politique qui peut avoir un impact sur l'activité. Le CICE, ça datait d'avant moi, donc il en a peut-être touché, mais ça, je n'en suis pas responsable. Depuis, on a transformé le dispositif d'aide. La conditionnalité des aides, on aura ce débat. Pas en 25 secondes, mais moi j'ai déjà dit que je souhaitais qu'on ait une transparence absolue sur les aides publiques et aussi sur la fiscalité qui pèse sur les entreprises, parce que je rappelle qu'on est à la fois le pays qui taxe le plus nos entreprises et qui les aide le plus, et que la différence entre les deux reste la plus importante en Europe. Donc on taxe le plus, on aide plus, et quand on fait la différence des deux, on est encore un pays qui prélève le plus. Donc on a besoin de transparence, on a besoin d'avoir ce vrai débat. Je pense que vous l'aurez, nous l'aurons en 2027, mais c'est un vrai débat de fond. On taxe beaucoup, on aide beaucoup, on pourrait peut-être être plus efficace. Monsieur Pierrick Corbon. Merci Monsieur le Président. Je vais revenir à mon tour sur le dossier Novasco, Monsieur le Ministre, puisque la reprise d'un seul site par Métal Blanc précipite en même temps la liquidation des deux autres. Il y a plus de 550 emplois qui sont supprimés, dont 40 sur le site du Marais à Saint-Étienne dans ma circonscription. Alors j'ai bien noté les poursuites que va engager l'État contre Greybull et je les soutiens. Mais ma question aujourd'hui, elle est simple. Quel est l'engagement de l'État, en particulier dans le cadre de la négociation du PSE, au regard de la procédure initiée
contre Greybull? Et puis, qu'en est-il du travail du CIRI par rapport à la possibilité de trouver un repreneur post-liquidation? Je sais que le CIRI y travaille. J'ai du mal à partager votre optimisme, monsieur le ministre, quand vous dites qu'aujourd'hui on crée plus d'emplois industriels qu'on en détruit. Moi, je suis issu d'un territoire qui souffre. En l'espace d'une semaine, je me coltine ACI et Novasco. Et donc, on a vraiment du mal à partager votre optimisme. Mais on a plutôt besoin aujourd'hui d'un engagement concret, de volontarisme. Et même, c'est un appel à l'aide que le territoire stéphanois vous lance aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. Et franchement, je l'entends. C'est un territoire difficile. C'est pas parce qu'on crée de l'emploi industriel en net, ça c'est l'INSEE qui le dit, c'est pas le moi, qu'on n'en détruit pas par ailleurs. On crée plus d'emplois qu'on en détruit, mais il y a des emplois qui sont détruits, notamment dans des zones industrielles historiques et dont la vôtre, qu'il faut qu'on continue à soutenir. Sur le PSE, on va déjà s'assurer que la réglementation s'applique, c'est la moindre des choses. Dans ce cas-là, sur ACI, on regarde ça de très près parce que c'est une holding qui a des filiales un peu partout en France et vous n'êtes pas le seul concerné, on va regarder ça de très près. Je rappelle quand même que sur Novasco, il y a plus de 400 emplois qui ont été sauvés en 2 ans, le site de Dune et le site de Fos, mais ceux qui ont été détruits, on doit les accompagner individuellement, y compris dans votre territoire. Et vous l'avez dit, on va chercher des repreneurs pour les sites, et évidemment des repreneurs pour les salariés. Ça fait vraiment partie du défi auquel on fait face. Je ne veux pas donner l'impression que je suis un optimiste invétéré ou quelqu'un qui voit la vie en rose. Mais il y a des bonnes nouvelles, il y en a des mauvaises. Il faut qu'on traite les mauvaises. Il faut aussi qu'on puisse ensemble reconnaître les bonnes, parce que sinon, vraiment, on arrête, quoi. Monsieur Jean-Luc Bourgeot. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, moi je vais vous parler du barrage de la Rance. Cette usine marémotrice qui donc produit de l'électricité et qui en ce moment rencontre des problèmes, depuis longtemps d'ailleurs, de sédimentation. Et je suis assez malheureux de voir qu'un collectif de maires qui travaille depuis des dizaines d'années, on va dire dans différentes structures, COPIL et beaucoup de réunions, se retrouve aujourd'hui à entamer une procédure contre l'État et EDF. Vous connaissez un peu le territoire, on n'a pas des élus quand même qui sont considérés comme étant des élus durs, mais de les voir aujourd'hui, puisque j'étais en réunion avec eux en fin de semaine dernière, les voir aujourd'hui trouver comme seule solution celle d'entamer une procédure contre l'État et EDF, je trouve ça vraiment regrettable. Et donc j'aimerais, voilà, tout ça vous savez bien, c'est l'histoire du rachat, et c'est normal, hein, quand elle a été créée, on n'avait pas de prix vert et autres, et moi je trouve vraiment regrettable d'en arriver à cette situation, et je ne demande pas forcément de réponse aujourd'hui, mais je vous invite à venir les rencontrer. Voilà, merci. Merci, monsieur le député. C'est un territoire que je connais bien, effectivement. J'ai traversé le barrage quelques fois en me rendant dans les Côtes d'Armor. Donc, vous m'aviez alerté là-dessus et je dois avouer que, personnellement, je n'ai pas beaucoup avancé. Donc, ce à quoi je peux m'engager, c'est qu'on reçoive le collectif d'élus en question. On travaille sur tous les sujets hydroélectricité avec un certain nombre d'entre vous, mais je comprends que ce sujet-là, il est très particulier, lié à l'histoire de l'ouvrage et à la manière dont la concession avait été élaborée. Donc je voudrais vraiment qu'on puisse organiser une réunion à Bercy avec le collectif d'élus auquel vous serez évidemment conviés, de manière à ce qu'on puisse, de manière très concrète, évoquer les solutions, parce que c'est un sujet important. Et je dois avouer que je ne vous suis pas revenu là-dessus, donc c'est promis, ce sera le cas. C'est enregistré. Monsieur Tavernier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Économie, avant-hier, les Restos du Cœur ont lancé leur 41e campagne nationale. La petite idée de Coluche, qui ne devait être que temporaire, s'éternise. La précarité alimentaire s'est enracinée dans le pays. L'État se doit donc de répondre aux besoins des associations qui luttent contre la précarité alimentaire. Comme vous le savez, faute de temps sur le projet de loi de finances, notre Assemblée sera très probablement privée de débat en séance sur la mission Solidarité, celle qui traite des crédits relatifs à l'aide alimentaire. Néanmoins, lors de l'examen de ces crédits en commission, nous avons adopté 3 amendements permettant de lutter contre la faim. Un de 5 millions d'euros pour ouvrir la tarification sociale de la restauration scolaire à de nouvelles communes. Un de 3 millions d'euros pour ouvrir à de nouvelles écoles en Guyane et à Mayotte le dispositif petit déjeuner à l'école. Et enfin, un amendement de 40 millions d'euros pour revenir sur les crédits de renfort de l'aide alimentaire non reconduits en 2024. Alors j'ai bien conscience que vous n'êtes pas ministre des Solidarités, mais les 10 dernières années, quand je travaillais dans l'aide alimentaire, on m'a toujours dit qu'in fine, c'est Bercy qui décide. Alors le gouvernement retiendra-t-il ces amendements, notamment celui de 40 millions, indispensable pour certaines structures locales d'aide alimentaire. Merci. C'est trop facile le coup. Bercy décide là.
Maintenant, les avis, c'est le Parlement qui décide. Vous avez remarqué que ça a un peu changé. Hein. Donc, non, mais je vais regarder de manière précise ces amendements que je n'ai pas regardé de près. Vous savez que pour la question d'Om-Tom, il y a quand même un projet de loi pouvoir d'achat dans les Dom-Tom dans les territoires d'outre-mer qui se concentre sur ce sujet particulier, y compris sur l'alimentation. Mais pour le reste, je vais voir avec ma collègue des comptes publics. C'est pas tout à fait le même étage à Bercy, donc je vais regarder ça avec elle. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Philippe Bollot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais vous parler de méthanisation collective. Elle nécessite de l'hygiénisation. Vous le savez, cette hygiénisation passe par une autoconsommation du biogaz produit. Cette autoconsommation peut bénéficier d'une aide moyennant un comptage. Et c'est bien là que le problème apparaît, parce que nous sommes face à une situation de blocage sur qui contrôle la quantité de biogaz autoconsommé. On se pose la question de GRDF, mais ce n'est pas sur son domaine, donc la solution n'est pas possible. La seule solution envisagée pour l'instant est une estimation de la quantité autoconsommée pour obtenir le couple temps-température. Et tout cela a un coût. Et je voudrais vous signaler une situation qui m'a été remontée d'un porteur de projet, situation paradoxale, qui doit payer 40 000 € pour recevoir une aide de 80 000 €. Monsieur le ministre, je vous sais attaché à la simplification. Il faut trouver une solution à cette situation qui met en cause la possibilité de faire cette méthanisation si importante pour notre territoire. Et cette solution doit être de bon sens, pragmatique, peu coûteuse, efficiente et rapide. C'est sûr que payer 40 000 € pour en recevoir 80, on doit pouvoir simplifier ça. Donc, ce que je propose, c'est qu'en marge de cette réunion, vous nous donniez les coordonnées du porteur de projet en question et qu'on l'appelle. On fera une réunion collective, mais ce n'est pas le sujet que je maîtrise le plus, mais je vais regarder ça de très près avec mes équipes pour assurer qu'effectivement, on passe de Kafka à un truc un peu plus efficace. Monsieur Frédéric Falcon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors nous avons appris hier par voie de presse, en plein débat budgétaire, la mise en œuvre d'une nouvelle hausse globale de la taxe foncière décidée par le gouvernement seul, excluant des discussions les maires et le Parlement. Ce nouveau matraquage fiscal toucherait 7,5 millions de Français pour une hausse moyenne de 65 €. Dans mon département de l'Aude, 45% des propriétaires seraient concernés. Je rappelle que l'Aude est l'un des départements les plus pauvres de France. Et selon nos informations, ce sont les territoires ruraux les moins solvables qui seront demain touchés par cette nouvelle révision foncière masquée. D'ailleurs, est-ce que vous avez utilisé les DPE pour collecter des données sur le niveau de confort des logements, qui sont d'ailleurs transmises à l'ADEME et à la main de l'État? Monsieur le ministre, nous vous appelons à renoncer à ce nouveau coup de massue. Je tiens à vous avertir de la colère fiscale qui monte dans ce pays et qui, si vous persistez dans cette voie, risque d'exploser en 2026. Je vous remercie. Venant d'un groupe qui a voté 30 milliards d'impôts sur les entreprises, cette dernière remarque me fait sourire. Non, mais sur la taxe foncière, bon, vous savez, moi j'ai rien voté. J'ai rien voté, monsieur le député. Moi, je vous ai proposé un budget. Vous l'avez depuis fait exploser fiscalement. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais parler de matraquage fiscal quand on parle de 30 milliards d'impôts totalement inapplicables par ailleurs, c'est quand même un sacré paradoxe. Non, mais vous savez que cette hausse proposée, elle repose sur l'actualisation des bases qui doivent être actualisées depuis des années et qui pose un sujet d'équité fiscale entre communes et entre collectivités. Maintenant, la réponse est dans la question, je viens de le dire, c'est les collectivités locales qui sont les premières concernées par cette hausse. Je pense que le débat au Sénat permettra sans doute d'avancer sur ce sujet, qui est un sujet important et qui n'est pas forcément un sujet simple. C'est les ressources des collectivités locales. Ça fait un certain nombre d'années qu'un certain nombre d'entre elles nous demandent d'actualiser ces bases qui n'ont plus aucun sens. Maintenant, c'est l'Assemblée et le Sénat qui, dans leur sage sagesse, en décideront. Monsieur Jean-Luc Fugit. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Ministre, à l'absence de PPE3, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble du secteur industriel énergétique, et pas que celui des ENR, qui est à l'arrêt, y compris les projets d'innovation. Et comme je n'ai pas abordé tout à l'heure la question de la demande, je vous pose la question suivante. Si la politique de l'offre a besoin d'être soutenue, notamment au travers de la PPE3, que prévoyez-vous de faire pour stimuler la demande ? Et la question que je me pose, moi, modestement, c'est ne doit-on pas construire un plan ambitieux, interministériel d'électrification majeur ? Et c'est un peu la question que je vous pose. Et comme il me reste quelques secondes, je voulais simplement attirer votre attention et celle de votre équipe sur la situation actuelle d'une entreprise cet après-midi même dans le Rhône chez moi, qui est Symbio, liée avec l'hydrogène. Il y a une grosse difficulté à cause du désengagement brutal, inadmissible de Stellantis, comme vous le savez. Il y a des manifestations cet après-midi. La situation est très très tendue au salon Solutrans.
J'espère que l'État sera à la hauteur pour aider à sauver Symbio et la filière hydrogène. Merci. Merci, monsieur le député. Oui, il faut travailler sur la demande et le Premier ministre m'a aussi demandé de réfléchir à une stratégie pour accélérer la hausse de la demande d'électrification. Mais c'est un problème mondial, hein. Aujourd'hui, les gens ne consomment pas autant d'électricité qu'on pensait qu'ils le feraient il y a 5 ou 6 ans. Et donc, on fait déjà plein de choses. Vous le savez, vous les avez votées sur les voitures électriques, sur MaPrimeRénov', etc. Mais il faut réfléchir de manière peut-être encore plus ambitieuse à ces enjeux d'électrification, sachant quand même que chaque euro compte et chaque euro public compte. Symbio, c'est un sujet qui m'est cher. Moi, j'avais participé à l'inauguration, je pense que vous y étiez, de l'usine avec le président de région de l'époque, Laurent Wauquiez, Agnès Pannier-Runacher et quelques parlementaires. C'était un très beau projet. On a des donneurs d'ordre qui aujourd'hui ont eu tendance à retirer un certain nombre de commandes. Nous, on est en train de travailler avec eux pour qu'il y ait des engagements, pour s'assurer que cette usine puisse poursuivre son activité. Stellantis, Forvia et Michelin, pour ne pas les citer, sont tous les trois autour de la table aujourd'hui avec le gouvernement pour s'assurer qu'on puisse continuer à développer cette usine qui est dans l'hydrogène, qui est un secteur qui souffre quand même pas mal, mais qu'il faut continuer à soutenir. Monsieur Maxime Lenné. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme en une minute, je n'aurai pas assez de temps pour vous dire tout le mal que je pense du versement nucléaire universel, je vais vous remettre le rapport que nous avons commis avec le collègue Bollot il y a quelques semaines. Effectivement, on ne sait toujours rien du seuil de taxation des revenus d'EDF, ni même du coût du nouveau nucléaire, et encore moins du montage financier de l'État. Mais il y a deux actualités. D'abord, un projet de décret du gouvernement qui a passé un sale quart d'heure en Conseil supérieur de l'énergie hier, qui invite la Commission de régulation de l'énergie à la plus grande prudence dans la fixation de la fameuse ristourne qui devrait s'appliquer sur nos factures et qui invite d'ailleurs les Français à couper le chauffage en janvier pour le rallumer en août puisque le VNU ne s'appliquerait qu'aux consommations l'été sur la période la moins tendue sur le système. La deuxième chose, c'est l'avis de la Creux sur le TRV qui nous indique que puisqu'on va vers un système tout marché, on va avoir des frais de transaction beaucoup plus importants sur les fournisseurs alternatifs et qu'il va falloir les répercuter dans le calcul du TRV. Donc même quand on est resté chez EDF au TRV, eh bien, il va falloir que les factures augmentent pour payer les fournisseurs parasites. Est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura aucune ristourne en 2026 ? Je vous remercie. Bon, d'abord, pour l'instant, le prix de l'électricité il a plutôt tendance à baisser en France. 29 centimes le kilowattheure l'année dernière, 26 cette année. Donc prenons-le qu'on s'abaisse quand même. Là-dessus, tout est en discussion et c'est d'ailleurs pour ça que le Conseil de supérieur de l'énergie a pu donner son avis sur le décret en question. Donc on est en train de finaliser le dispositif. La raison pour laquelle on a privilégié l'été de manière initiale, vous le savez, c'est parce que les industriels, eux, ont une consommation extrêmement saisonnière et qu'on souhaite continuer à soutenir nos industriels face à la concurrence internationale. Mais on est en train de finaliser le calibrage du dispositif. C'est RTE qui sera chargé de le redistribuer. Il faudra pré-notifier à la Commission européenne, évidemment, et avoir l'aval de Bruxelles. Et donc tout ça est en cours de finalisation, donc n'affolons pas tout le monde. Monsieur Alexandre Loubet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Énergie, en avril dernier, une loi a été votée pour convertir la centrale à charbon de Saint-Avold en énergie moins émettrice de CO2. Pour rendre effective cette conversion, j'ai interpellé le Premier ministre Lecornu, qui s'est engagé la semaine dernière par courrier à garantir la pérennité de la centrale et de ses emplois. Afin de tenir cet engagement, Monsieur le ministre, j'ai deux questions précises à vous poser. Première question, dans le cadre du décret d'application du mécanisme de capacité que vous allez signer d'ici la fin de l'année, allez-vous assurer une juste place aux moyens de production pilotable pour garantir la conversion de la centrale de Saint-Avold? Deuxième question, Monsieur le Ministre, elle porte sur l'annonce récente d'une co-entreprise entre Total Energy et le groupe EPH qui fait peser une forte inquiétude sur la pérennité de cette conversion car il n'est pas explicité dans le communiqué que les actifs charbon seront intégrés à cette co-entreprise. Pouvez-vous m'assurer, Monsieur le Ministre, que votre gouvernement pèsera afin que la conversion ait lieu, quel que soit l'actionnaire détenteur de la centrale à charbon, qu'il s'agisse toujours de Gazole Énergie ou de cette nouvelle co-entreprise? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On est en train de finaliser le dispositif, donc je ne peux pas vous répondre précisément, mais évidemment, une loi transpartisane a été votée, on va l'appliquer. Donc, on est en train de finaliser tout ça et vous aurez évidemment, étant un local de l'étape, si je puis dire, les informations qui permettent de le préciser. En ce qui concerne l'opération que vous mentionnez, qui a été annoncée hier ou avant-hier, je ne sais plus, elle ne concerne pas les activités de charbon. Donc, les discussions se poursuivent avec le groupe en question, qui reste évidemment l'actionnaire unique
de Saint-Avold, le groupe Gazelle Énergie, et on va continuer à travailler avec eux. Roland Lescure devant les députés pour parler du budget, le sujet majeur, mais aussi de la situation industrielle de la France, avec notamment les fermetures d'usines qui se multiplient à l'est de la France. Vous pouvez retrouver les temps forts de cette audition sur lcp.fr et sur tous les réseaux, puisque LCP est partout. C'est la fin de cet épisode. À bientôt à l'Assemblée nationale. Restez sur la 8. Ciao, ciao.